Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Seconde vidéo concernant les bases de données. Donc nous avions vu dans une première un système finalisé et vu à quoi il servait. Et bien maintenant nous allons commencer à voir comment, d'un point de vue méthodologique, il est possible de créer de tels systèmes. Alors, on ne verra pas la création de ce système dans son intégralité, ce n'est pas le but non plus, mais nous allons voir les différentes étapes de la création d'un système de gestion de bases de données relationnelles à implanter sur Access, par exemple. Mais pas que, il existe d'autres produits, d'autres SGBDR. Le plus simple, entre guillemets, c'est pas simple, mais ce serait Access, pour arriver à des monstres de complexité comme Oracle, par exemple. Évidemment, on n'ira pas jusqu'à là, rassurez-vous. Donc, la première étape, c'est d'identifier quelles sont les données que l'on va devoir manipuler dans le futur système. Cette recherche doit être exhaustive, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte de ne rien oublier, parce qu'après, il peut être compliqué, parfois, de corriger un oubli sur une valeur donnée. Donc, que fait-on pour identifier ces données? On va analyser les documents que l'on souhaite générer à partir du système. Donc à l'écran, vous avez une facture. C'est une facture issue du système que j'avais donné en exemple dans la première vidéo. Et on voit dans cette facture qu'on a un certain nombre de données que l'on va devoir manipuler dans le système. Et bien ces données, c'est ça qu'il vous faut identifier dans cette première étape. Et vous allez stocker ces données dans un tableau que l'on appelle le dictionnaire des données et qui a cet aspect-là. Voilà. C'est assez simple, un tableau à 2 ou 3 entrées. Ici, j'ai préféré prendre 3 entrées. Pourquoi? Parce que ça me donne une colonne permettant de mettre des observations. Donc, vous ne la verrez pas systématiquement dans tous les dictionnaires des données, mais moi, je préfère avoir cette colonne observation qui va me permettre d'être plus précis sur certaines choses, comme on va le voir. La première colonne, c'est simplement le nom de la donnée. La seconde colonne, le type de la donnée. Alors, qu'est-ce qu'un type de donnée? C'est la forme de cette valeur. Donc, si je prends, par exemple, dans mon système, qu'est-ce que je peux prendre? Livre, par exemple. Je vais lui demander de m'afficher en mode création ça. Voilà. Vous voyez que le type des données peut prendre plusieurs valeurs différentes. Donc, par exemple, le titre d'un livre, ça serait du texte. Le code du livre est généré automatiquement par le système ici. On peut avoir une valeur numérique, c'est vrai pour le prix. Pour la date, c'est un format de type date. On a aussi le format booléen. Objet all, c'est un objet issu d'un autre logiciel. En l'occurrence ici, c'est un fichier. Tout simplement la pochette du livre, la couverture du livre qui est insérée dans la base de données. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle un type. On peut citer également dans les types, parce qu'il est important, le booléen, qu'on n'a pas ici, mais le booléen, c'est une valeur qui ne peut prendre que 2 états, oui, non, vrai, faux. Voilà, de façon simplifiée, évidemment, mais c'est ça que on peut expliquer pour une valeur booléenne. Oui, non. Par exemple, est-ce qu'un client est professionnel ou particulier? Donc on a un champ professionnel. Si c'est coché, le client est professionnel, donc la valeur booléenne est sur vrai. Si c'est pas coché, le client n'est pas un professionnel, et c'est donc un particulier, et la valeur est sur false, c'est-à-dire faux.
Alors, on va voir tout de suite comment faire. Donc, on analyse notre facture. On voit déjà que ici, j'ai le nom du fournisseur à prendre en compte. Donc, hop, ici, je vais créer mon champ nom. Non client. Parce que les libraires sont des clients pour un éditeur. On rappelle que le système, oui, si vous n'avez pas vu la première vidéo, le système est celui d'un éditeur de livres. Donc le nom du client, et ça va être du format texte. Alors le format texte, on peut spécifier ici une longueur de champ. Donc je vais mettre 25 pour ça, voilà. Ça indique que le champ texte du nom client ne doit pas excéder 25 caractères. Alors il faut faire attention avec ça, parce que si on limite trop, eh bien on risque d'être bloqué lorsqu'on va vouloir saisir le nom de la personne. Alors, je vais simplement baisser ça. Pourquoi? Eh bien parce que on va partir du principe, alors je ne sais plus si on la voit sur la facture. Tiki tiki tic, tiki tic, tiki tic. Ouais, alors j'ai une référence, mais c'est une référence de facture, c'est pas une référence client. Mais mes clients sont tous identifiés par un code. Alors là, c'est les livres, mais vous voyez que chaque livre a son code. Et si je prends mes diffuseurs, c'est-à-dire mes clients, libraire, voilà, hop, voilà, et vous voyez qu'ils sont également équipés d'un code libraire. Alors, qu'est-ce que ce code? Eh bien, c'est un identifiant unique qui va me permettre de n'avoir qu'un seul numéro utilisé pour un client. Et ce numéro ne pourra pas être utilisé plusieurs fois. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme clé primaire dans la vie? Celle qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le numéro de sécurité sociale, faussement d'ailleurs appelé numéro de sécurité sociale, puisqu'il s'agit là du numéro INSEE. Chacun d'entre nous en possède un. Suivant notre sexe, il commencera par 1 ou 2. Et il s'agit bien là d'une clé primaire, c'est-à-dire qu'aucun contribuable ou aucun Français ne possède plusieurs numéros de sécurité sociale. Et de la même façon, il n'y a pas deux Français qui possèdent le même numéro de sécurité sociale, ce qui permet d'identifier formellement un contribuable ou un Français ou un assuré social sur la base de ce numéro. Ce numéro ne correspond qu'à un seul contribuable possible. Et donc, je vais créer mon identifiant tout de suite. Ça sera un Numoto. Je vais demander à mon système de automatiquement générer le numéro en question, ce qui m'évitera moi de devoir regarder quel était le précédent. Et puis, le système n'attribuera jamais deux numéros identiques à plusieurs clients. Pardon. Il faut savoir aussi que les numéros automatiques sont rigoureusement gérés par la machine, et donc un numéro qui est donné, si vous supprimez ce client, eh bien son numéro ne sera plus jamais redonné à un autre client. Il est définitivement perdu. Donc l'observation, alors on va mettre clé primaire. La clé primaire est donc l'identifiant absolu qui permet d'identifier une occurrence de ces deux R. Vous qui m'écoutez, si vous êtes étudiant, vous êtes une occurrence de la table client. Moi, je suis de la table client, de la table étudiant, pardon. Moi, je suis un enseignant, donc je suis une occurrence de la table enseignant. Une occurrence est donc un élément d'un ensemble. Mes noms-clis donc en texte, pas d'observation possible. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le RCS ensuite du client, donc j'écris RCS, et le RCS a, hop, j'y vais là, a un nombre 6, 7, 8, 9, et puis Créteil, ouais, donc c'est pas évident, donc je vais le laisser en 20.
en 20, mais j'aurais pu le limiter. Alors, je vais le mettre en texte. Je le limite à 20. Voilà, et encore que 20... bon, on va le laisser là, c'est un exemple. Mais évidemment, il faudra évidemment l'adapter. Donc le RCS, texte 20. Alors j'aurais pu utiliser ce RCS comme identifiant, sauf que c'est pas facile de manipuler des registres du commerce et des sociétés. Donc j'ai préféré mettre un code client spécifique plutôt que d'avoir à retenir ces numéros qui peuvent être assez complexes. Je continue, j'ai l'adresse, le CP et la ville, on va aller un peu plus vite. Donc, je mets mon adresse. Hop, ça c'est du texte. Je vais le limiter à 50. Voilà. Le CP, hop, je vais le limiter à 5, puisque je travaille en France. Alors, vous voyez que ici, le CP, je l'ai placé au format texte. Alors qu'un code postal 75015 par exemple, c'est du numérique à première vue. Sauf que là, le fait de le placer au format texte me permet justement de limiter la saisie à 5 éléments maximum, ce qui fait que visuellement, je verrai, lorsque je suis dans mon formulaire de saisie des données, que j'ai bien rempli correctement le code postal, ou s'il me manque un élément, ou si j'en ai mis un de trop, ça passera pas. Voilà, on appelle ça un masque de saisie, et seul le format texte autorise les masques de saisie. Si vous mettez ça au format numérique, vous ne pourrez pas associer un masque de saisie à votre champ. Alors c'est pas très gênant parce que vous n'allez jamais avoir à additionner ou à utiliser un code postal dans des calculs. Donc pas de problème là-dessus. Je peux, grâce à ma colonne observation, préciser que je souhaite associer un masque de saisie à mon code postal. La ville, voilà, donc la ville c'est du texte. Hop, et je vais la limiter à, j'en sais rien, 25. On va mettre hop. Voilà, rien de particulier en observation. Je continue. Hop, donc j'ai une référence client là. Donc je vais la mettre aussi. Donc référence client. Donc ref client. C'est la référence de la facture. Hein. Ça c'est du texte. Alors ouais, on n'a pas spécifié, mais je le spécifie. Quand vous avez des champs où vous avez un mélange de lettres et de chiffres, ce n'est plus du numérique, c'est donc du texte. Hein. Dès qu'il y a la moindre lettre dans votre, comme ici le RCS, hein, il faut le mettre au format texte. L'alphanumérique n'existe pas en tant que tel dans les systèmes, dans la plupart des systèmes. Ref client, donc texte, je mets rien de plus. Hop, je continue. J'ai ensuite le numéro de facture, très important. Donc le numéro num facture. Ça, je vais le mettre en num auto, par exemple, comme l'autre, voilà. Et puis, il s'agit là également d'une clé primaire. Je vais avoir également la date de la facture, date fac. Là, donc c'est un format date. Je peux spécifier quel format je souhaite. En JJ, MM, AA. Je l'ai mis en majuscule. Hop, AA. Voilà. Pas d'observation, c'est une date, hein, simplement. Je retourne ici, donc j'ai mis ma date, j'ai mis les références, date du relevé libraire, donc ça c'est également une indication que je dois faire figurer ici. Donc date relevé, voilà, on va écrire comme ça, éviter les accents dans les noms des champs. Hein. Puisque les systèmes sont anglo-saxons, vous allez obtenir des problèmes si vous mettez des accents dans le nom des champs. Alors pas dans la valeur du champ, ça vous êtes libre de
positionner des accents si vous en avez besoin, mais dans le nom du champ, évitez l'accentuation, évitez également les espaces dans les noms des champs. Et par exemple, date relève, j'éviterai de l'écrire comme ça, parce que sinon en SQL, il va falloir que je mette tout ça entre crochets pour que le système comprenne bien qu'il s'agit d'un seul élément. Donc soit vous mettez des underscores, le tiré du 8, soit vous mettez rien du tout et vous écrivez ça comme ça en un seul mot, ce qui permet d'éviter tout un tas de problèmes par la suite. Donc la date du relevé, bah, ça va être exactement la même chose que hop, la date de la facture, voilà. Je continue, qu'ai-je oublié, date relevée libraire, date facture, c'est bon. Donc ensuite, eh bien, j'ai l'ISBN, le titre du livre, la quantité vendue et le prix vendu au libraire. Donc l'ISBN, c'est l'identifiant du livre, hein. C'est donc une clé primaire. Ce qu'on appelle un ISBN dans le jargon des libraires, c'est l'identifiant numérique du livre. Si vous donnez ça à un libraire, eh bien, il va vous retrouver sans aucun problème le livre. Donc ISBN. Alors, regardez comment se positionne un ISBN. Hein. Il est où? Il est là. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'un numéro. Voilà. Donc, on va pouvoir le mettre en numérique, mais pas forcément. C'est un choix. Si je le mets en numérique, il apparaîtrait comme ça. Si je le mets en texte, pardon, eh bien, vous voyez que je pourrais faire apparaître des tirets. Moi, je vais le mettre en numérique, par simplification. Donc, numérique. Voilà. Alors, on a plusieurs possibilités. On a entier, entier long. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Réel. Réel long, voilà, il y a beaucoup de types de données numériques. Hein. On les reverra d'ailleurs sur une vidéo concernant les algorithmes, et notamment le Visual Basic application. Mais ici, on va simplifier en mettant numérique. C'est une clé primaire. Hop, le titre, pardon, le titre du livre. Là, c'est du texte. Voilà. Pareil, je vais je peux avoir le titre long. Vous voyez que l'identifiant du livre n'est pas son titre, hein, c'est bien l'ISBN. Hein. Et effectivement, il peut y avoir deux livres qui portent le même titre. Ça peut se produire, et donc on doit prendre en compte toutes les possibilités. Nous avons la quantité vendue et le prix que nous vendons ce livre au libraire. Donc, quantité vendue, hop. La quantité vendue, c'est du numérique, ça serait un entier. Hein. On ne va pas vendre une moitié de livre, donc ce seront des entiers. J'ai rien à spécifier ici. Et puis, prix de vente hors taxe, bien sûr. Ça, c'est du numéraire. Alors, il faut savoir que... voilà, on est là. Il faut savoir que même si c'est du... Hop, j'ouvre ça. Même si c'est du numéraire, voilà, je passe en mode création, le temps que j'y arrive, voilà. Vous voyez que le prix est en numérique, hein, et non pas en numéraire. Donc je regardais, non, voilà, c'est bon. Donc il est en numérique. Hein. On pourra le faire apparaître, hein, le signe monétaire correspondant, si on souhaite, dans les états, c'est-à-dire à l'impression finale du système. Donc prix de vente, c'est du numérique, et ce serait là pour le coup un réel, puisque les prix de vente des livres sont souvent à virgule, très souvent. C'est le cas d'ailleurs ici. Le total hors taxe en ligne, c'est la quantité fois le prix hors taxe du libraire. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une donnée calculée. Et donc, on ne va pas la faire figurer dans notre dictionnaire des données, car une donnée calculée, eh bien, ne doit pas être stockée dans le système,
puisqu'on peut l'obtenir par calcul. Donc le prix du livre, lui, il doit être dans le système, puisque c'est lui qui va me permettre de calculer justement le total hors taxe par ligne. Mais le total hors taxe, c'est bien la quantité multipliée par le hors taxe libraire. Et donc, il s'agit là d'un calcul. Vous ne le mettez pas dans votre système. Sauf dans le cas des données calculées datées, c'est-à-dire qu'on va arrêter un mode de calcul. Par exemple, si votre facture doit être payée au maximum 15 jours après avoir été édité, eh bien vous allez prendre la date du jour de réalisation de la facture à laquelle vous allez ajouter plus 15, et ça, effectivement, il va falloir le conserver, car si on fait un simple calcul, eh bien à chaque fois qu'on va ouvrir cette facture, ce calcul va se répéter, et donc on va à chaque fois avoir plus 15 sur la date du jour, et du coup la facture ne sera jamais arrivée à échéance. Donc pour conserver cette date limite de paiement, eh bien il faudra donc l'insérer dans le système. C'est ce qu'on appelle une donnée calculée datée. Donc les données calculées datées sont conservées dans le système, les simples données calculées, non. On ne les conserve pas, elles seront calculées par le système lors de son utilisation. Le total hors taxe, c'est la somme des total hors taxe lignes. Ça aussi, vous ne le conservez pas dans le système. La TVA, c'est un calcul aussi, donc là on rappelle qu'elle est à 0 parce que c'est un auto-entrepreneur, le statut de l'entreprise. Et le net à payer, eh bien c'est le total hors taxe plus la TVA. Il s'agit là aussi d'un calcul, donc je ne conserve pas ces valeurs dans mon dictionnaire des données. Donc vous voyez qu'on a généré un dictionnaire des données assez simple. On voit apparaître 3 clés primaires, donc on sait déjà qu'on aura 3 futures tables dans le système. Mais il va falloir, avant de commencer le dictionnaire, le modèle relationnel, qui est la suite logique de ça, eh bien se poser un certain nombre de questions sur ce qu'on entend par dépendance fonctionnelle. Et ce sera l'objet d'une future vidéo sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.